J'appelle donc pour la première table ronde, pour faire le panorama de l'état des lieux, de l'état de santé des soignants, Daphné Blourdier et Catherine Cornibert. Daphné Blourdier, elle est chargée de mission pour l'association MO. MO, c'est un acronyme Médecins, Organisation, Travail, Santé, et vous intervenez en Nouvelle-Aquitaine. Catherine Cornibert, vous êtes directrice générale de SPS Soins aux professionnels de santé. Avant de présenter cet état des lieux, une petite présentation rapide de vos associations. En un mot, pour faire un jeu de mots, on commence par mots. Bonjour à toutes et à tous. Donc Daphné Blourdier, je suis chargée de mission pour l'association MO, qui veut dire Médecins, Organisation, Travail, Santé, et je m'occupe de tout le territoire Nouvelle-Aquitaine. Et Catherine Cornibert. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Agoralib de cette invitation. Très honorée de pouvoir partager avec vous aujourd'hui des actions pour améliorer la santé des soignants. Donc c'est la mission de l'association nationale SPS Soins aux professionnels de la santé, qui est une mission d'accompagnement et de prévention. Alors, cette santé des soignants, on en parle maintenant avec vous, et à partir des données issues de votre activité que vous allez partager avec nous. C'est bien cela. On commence avec l'association MO, Daphné Blourdier. Oui, merci. Donc je vais commencer par vous présenter du coup le dispositif qu'a mis en place l'association, un petit peu l'historique, comment ça fonctionne, et puis ensuite je vous ferai un petit retour d'expertise sur les accompagnements qu'on a pu avoir là sur l'année 2024, qui n'est pas encore tout à fait terminée. Donc c'est les premiers chiffres sortis, c'est une petite exclusivité. Donc pour l'historique, l'association MO, c'est une association qui a été créée par des médecins à l'origine en 2010 en Occitanie, suite malheureusement à 2 décès par suicide de médecins sur cette région-là. Ce sont des collègues qui ont voulu se regrouper et réagir à ces 2 décès en recréant de l'entraide confraternelle, en recréant du lien entre eux pour éviter l'isolement et éviter que cette situation se reproduise. Et donc ils ont créé l'association MO qui consistait à avoir un médecin qui vient en aide à un autre médecin par le biais d'un numéro de téléphone qu'on pouvait appeler. Donc ça, c'était en 2010. Et puis, au fur et à mesure des années, en 2015, certains membres de l'association ont co-construit et collaboré à la création d'un DU qui s'appelle Soigner les soignants, qui se fait sur Toulouse et qui se fait notamment avec les membres du CHU de Toulouse. L'objectif, c'était de valoriser l'expertise qu'avaient mis en place les médecins qui accompagnaient, qui répondaient au téléphone. Et c'était aussi de partir du constat que la prise en charge d'un professionnel de santé demandait de connaître certaines spécificités et demandait un accompagnement vraiment spécifique. Donc la création de ce DU-là qui se fait sur un an. Ensuite, en 2018, l'accompagnement s'est ouvert à toute profession de santé qui a un ordre professionnel ou une URPS, que ce soit pour les salariés ou les libéraux, mais aussi pour les étudiants affiliés à ces professions-là. Je vous remettrai la liste juste après. Donc ça a permis d'élargir un petit peu le type d'accompagnement qu'on pouvait proposer. La particularité sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, c'est que on s'est développé un petit peu plus fin 2021 avec l'aide et le soutien de l'Agence régionale de santé, notamment de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on a pu intégrer le réseau prévention des risques suicidaires, puisque à l'origine, l'association avait quand même été créée dans cet objectif-là. Donc moi, je peux faire le lien avec les formateurs, par exemple, des préventions risques suicidaires, être sur les formations, parler des formations aussi auprès des professionnels de santé. Et puis pour les dernières actualités de la fin d'année 2024 et puis début 2025, donc on est en cours de finalisation, création d'une plateforme qui s'appelle Oasis et qui permettra une auto-évaluation de la santé des professionnels de santé par le biais d'un questionnaire qui a été réalisé par l'expérience de nos médecins effecteurs. Et ce sera donc mis à disposition d'organismes qui voudront le faire passer à leurs adhérents pour que leurs adhérents aient un retour individuel, anonyme,
et une vision globale sur leur santé, dans quel domaine je suis dans le vert, dans quel domaine je suis dans le rouge, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore. L'objectif, ce sera vraiment d'avoir de la prévention individuelle. Et enfin, en fin septembre, nos journées nationales ont permis aussi de signer une convention avec l'association SPS pour pouvoir vraiment travailler de plus en plus en binôme et être vraiment complémentaires sur tout le territoire national sur la prise en charge du coup des soignants et de la santé des soignants. Pour revenir aux objectifs vraiment de l'accompagnement qui est proposé par l'association, le but c'est d'inciter les soignants qui disposent donc d'un ordre professionnel ou d'une URPS à mieux prendre en compte leur santé, tout simplement à ce qu'ils s'inscrivent dans un parcours de santé. Travailler aussi autour de la bienveillance, prévenir et lutter contre l'épuisement professionnel bien sûr, et prévenir le risque suicidaire. L'objectif pour le médecin qui est répondant, c'est d'aider le professionnel de santé vraiment à concilier projet de vie, projet de santé et exercice professionnel. L'accompagnement qui est proposé, c'est un accompagnement qui est adapté, qui dure dans le temps et qui est vraiment là pour améliorer leurs conditions et favoriser l'épanouissement personnel et non l'épuisement. Donc les professions, elles sont rappelées juste en dessous. Les professions qu'on accompagne, donc ce sont les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, pharmaciens, kinés, chirurgiens dentistes, podologues, orthophonistes, orthoptistes, biologistes et tous les étudiants qui sont affiliés à ces professions. Daphné Blourier, les collaborateurs également ou pas? Préparateurs, assistants médicaux? Non, du coup, on est vraiment que sur ces spécialités-là. L'objectif, c'était, comme au départ, on était vraiment sur de la pérédance médecin pour un médecin. Le but, c'est de pas trop élargir non plus, puisqu'on est vraiment sur un accompagnement personnalisé, adapté, de longue durée, et que nos médecins effecteurs ne peuvent pas être spécialistes de toutes les professions de santé. Donc le but, c'est que l'accompagnement soit le plus personnalisé possible. Donc on a dû se limiter à 10 professions. D'où peut-être cette convention avec SPS dont on parlera après. Exactement. Donc pourquoi on peut appeler le numéro et solliciter le dispositif? Pour toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, que ce soit dans le professionnel ou dans le personnel, pour des problèmes d'addiction, des problèmes financiers, des problèmes de santé, des problèmes d'organisation. Le but, c'est d'être vraiment très large. Comment on peut solliciter le dispositif? Eh bien, par le numéro de téléphone, qui est un 06, le 0608 282 589. L'appel est gratuit, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, l'accompagnement, il est effectué par ce qu'on appelle des médecins effecteurs. Les médecins effecteurs, ce sont des médecins qui sont salariés de notre association. Ils sont formés à la santé des soignants par le biais du DU, soigner les soignants, ou une formation en interne. Et ils ont aussi une double casquette en fait. Ils continuent à être médecins généralistes ou médecins du travail à côté. Le but, c'est vraiment qu'ils soient toujours en activité, en parallèle. Comme vous pouvez le voir, on est représenté du coup au national maintenant. Le numéro est disponible partout. Il y a 2 régions sur lesquelles on n'est pas. C'est l'association ASRA qui a le même fonctionnement que nous et qui était déjà présent vraiment au niveau local. Donc quand on a un appel d'Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, on rebascule vers ASRA et vice-versa. Un point important, c'est la confidentialité. Le but, c'est quand la personne appelle, elle se sente vraiment en confiance, qu'elle puisse libérer la parole. Elle n'est pas obligée de donner son nom, donc elle peut rester anonyme. Et ça, c'est vraiment un point important pour permettre d'avoir un accompagnement de qualité pour que la parole soit libérée à ce moment-là. Donc comment ça marche? Eh bien, on appelle le numéro, on tombe en premier sur une accueillante téléphonique, elle se relaie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les accueillantes téléphoniques, elles vont avoir un premier rôle d'évaluation et de repérage, puisque si c'est vraiment une urgence immédiate, on ne pourra pas le traiter nous directement, donc elles vont renvoyer vers les numéros d'urgence classiques, 17, le 18, le 31 14 s'il y a besoin. Sinon, elles vont prendre les premières informations, donc la région d'appel, la profession et puis le premier motif d'appel, qu'elles vont transférer au médecin effecteur de la région de laquelle le professionnel appelle.
Le médecin effecteur va donc avoir les informations et recontacter le professionnel de santé. L'exigence, c'est que ce soit maximum dans les 24 heures qui suivent le premier appel. Si on voit qu'il y a une certaine urgence, si l'accueillante téléphonique a repéré des signes d'urgence, dans ce cas-là, ce sera dans les 4 heures qui suivent. Ensuite, donc le médecin effecteur avec le professionnel de santé prennent un premier temps d'échange. Généralement, ça dure assez longtemps, autour d'1 heure, 1 heure et demie. L'objectif, c'est vraiment de cibler quel est le motif d'appel, quelles sont les difficultés, et puis de démêler un petit peu la pelote, parce que généralement, il n'y a jamais une seule difficulté. Il y en a souvent d'autres qui arrivent au fur et à mesure de l'échange là, et même de l'accompagnement en général. Puisque l'accompagnement, il peut durer sur 2-3 appels pour certains, et pour d'autres, ça peut durer pendant 1 an et demi, 2 ans d'accompagnement par le même médecin effecteur, en fonction des difficultés qu'ils vont rencontrer. Et puis l'objectif, c'est de trouver ensemble des solutions et d'orienter vers les solutions qui peuvent exister, en local notamment. Le médecin effecteur, il va vraiment avoir sa casquette de confrère qui entraide, mais pas de médecin prescripteur. Donc il va réorienter vers le médecin traitant quand il y a besoin, vers un psychiatre quand il y a besoin. Il est d'ailleurs accompagné d'un psychiatre de l'association qui peut aider quand il y a besoin à évaluer certaines situations ou à faciliter une hospitalisation dans une unité de soins pour les soignants dans laquelle il travaille. Un point important, on peut appeler le numéro pour un collègue qui ne va pas bien ou pour un proche qui ne va pas bien. Le médecin effecteur va alors nous aider un petit peu à amener ce proche à mettre en place des solutions et puis peut-être à appeler le numéro au bout de l'accompagnement. Alors pourquoi un accompagnement spécifique ? Tout simplement parce que les professionnels de santé, c'est un public spécifique avec certains facteurs de risque, vulnérabilité face à l'épuisement professionnel notamment. Je vous en ai remis quelques-unes. On peut noter les conditions de travail difficiles. On est toujours confronté à l'humain, au lien, au relationnel, donc ça demande une charge mentale et émotionnelle importante. Il y a un travail sous tension, souvent démographique, avec un manque de professionnels qui augmente les tensions dans certains secteurs. On va avoir aussi l'augmentation des violences qu'on nous rapporte de plus en plus, surtout en post-Covid. Le professionnel de santé, c'est aussi un fort engagement dans une profession. On parle souvent de vocation, et c'est pas pour rien. Donc il y a une forte motivation intrinsèque au départ qui engage dans cette profession. Un altruisme important. On est beaucoup tourné vers l'autre, mais du coup très peu vers soi. Et puis une certaine résilience. C'est souvent oui, mais ça fait partie du métier, donc j'encaisse. C'est pas grave, ça fait partie du métier. Et puis ça s'accumule, ça s'accumule. Et un autre élément, les professionnels de santé ont des réticences à demander de l'aide et à s'inscrire dans des parcours de santé, notamment parce qu'ils ont plus recours aux autodiagnostics, à l'automédication, ce qu'on appelle les consultations de couloir. On va rapidement demander à un collègue de nous faire une ordonnance, mais sans vraiment prendre le temps. Et puis, souvent, on va se retrouver dans des situations où nous, on a des appels très tardifs et où il y a eu toute une phase de déni qui a retardé finalement une prise en charge importante. Donc là, je vais vous présenter un petit retour d'expertise de nos appels et des accompagnements qui ont été effectués. D'abord, des chiffres sur l'année 2023, juste pour que vous ayez une petite représentation des professions qui nous appellent. Donc sur l'année 2023, on a eu 355 accompagnements de professionnels. Donc les accompagnements, je rappelle, qui peuvent être plus ou moins longs en fonction des problématiques. Donc on a une grosse population médecins, due au fait de l'historique. De 2010 à 2018, on était consacré qu'aux médecins, donc forcément, c'est un dispositif qui a été plus communiqué envers cette population-là. Et puis petit à petit, depuis 2018, on a d'autres professions qui sont apparues, les infirmiers notamment, les sages-femmes, les kinés, orthophonistes, podologues et biologistes. Donc ça, c'était pour l'année 2023. Et du coup, je vais continuer à vous faire un retour en faisant
un focus sur la population des médecins, qui est la population pour laquelle on a le plus de retours d'expertise et avec lequel on a le plus d'expérience. Donc là, les chiffres que je vous présente, ce sont les premiers chiffres de 2024, mais qui ne sont pas complets puisque l'année n'est pas terminée. On remarque qu'au niveau des médecins, on a plus d'appels de femmes médecins que d'hommes médecins. Mais ça, c'est ce qu'on peut remarquer pour les professionnels de santé en général. Les femmes vont plus facilement avoir recours à de l'aide ou demander de l'aide que les hommes. On a une population plus importante chez les 40-49 ans qui vont avoir recours au dispositif, puis ensuite 50-59 ans. Ça s'est un petit peu rajeuni par rapport aux années précédentes. Et puis, en ce qui concerne la typologie d'exercice, sur les années précédentes, on avait beaucoup plus de libéraux qui appelaient que de salariés. Et là, on est en train de rééquilibrer un petit peu. On a toujours plus de libéraux, mais on a de plus en plus de salariés qui ont recours au dispositif. En ce qui concerne les motifs d'appel, sans grande surprise, le premier motif d'appel évoqué par le médecin, c'est l'épuisement professionnel. Donc ça, c'est vraiment ce qu'ils vont nous dire au départ. Mais dans un cas sur deux, il va y avoir d'autres motifs qui vont sortir ensuite durant l'accompagnement. Ensuite, on a tout ce qui est conflit professionnel, que ce soit avec un collègue ou avec la hiérarchie, par exemple. Pathologie psychique. Donc là, en dehors de l'épuisement professionnel, on est sur dépression, troubles de l'anxiété, syndrome post-traumatique notamment. Des problèmes d'organisation, des addictions, des conflits conjugaux, familiaux, des pathologies somatiques à peu près dans la même proportion que les reconversions professionnelles aussi, et puis des problèmes financiers. Donc ça, c'était pour l'année 2024, c'est les premiers chiffres qu'on a. En ce qui concerne les motifs complémentaires qui vont, au cours de l'accompagnement, ressortir et les problématiques également identifiées, on avait noté qu'il y a 1% des cotisations ordinales qui ne sont pas à jour, mais en lien du coup avec les problématiques financières qu'on a vues auparavant. 3% n'étaient pas à jour de leur cotisation d'URSSAF aussi. Un chiffre assez important, 54% répondaient non quand on leur demandait si c'était possible pour eux de continuer dans de telles conditions à exercer. Donc 54%, ce qui est quand même assez énorme. Au niveau des arrêts maladie, on avait 11% des médecins accompagnés à qui on a préconisé un arrêt maladie, d'aller voir son médecin traitant, de revoir aussi le médecin du travail. Et puis, comme je disais tout à l'heure, post-Covid, on a remarqué une augmentation et une évocation de violence et de patients qui présentent une agressivité. Une petite particularité qu'on a pu voir, pareil, depuis le début de l'accompagnement en 2010 de nos médecins, c'est les différences qu'on retrouve entre les médecins libéraux et les médecins salariés. Alors, généralement, les médecins libéraux, le motif d'appel initial, ça va être soit un conflit, la peur de faire une erreur ou un événement indésirable grave. Ça va être vraiment le déclencheur. Au cours de l'accompagnement, on va pouvoir mettre en évidence qu'en fait, ce médecin-là, il était déjà en épuisement professionnel depuis un moment. Et en fait, il tenait. Et c'est ce déclencheur-là qui a fait qu'il a demandé de l'aide. Mais il était déjà vraiment en épuisement professionnel. En ce qui concerne les médecins salariés, on est plutôt sur une situation où le motif d'appel initial, ça va vraiment être l'épuisement. J'en peux plus, je suis vidée, j'ai plus de motivation. Et au cours de l'accompagnement, on va mettre en évidence qu'il y a eu peut-être un conflit ou des tensions au sein d'un établissement ou d'une équipe qui durent depuis un moment et qui ont généré cet épuisement-là. Donc on a vraiment des profils qui peuvent être un petit peu différents dans le type de déclencheur de demande de l'aide. Daphné Blourdier, événement indésirable grave, qu'est-ce qu'on met derrière ça? Ça peut être un problème d'un patient qui une faute peut-être d'un patient sur un patient et qui du coup est signalé et mais en lien aussi avec la crainte de l'erreur. D'accord. Chez les libéraux,
On a aussi une augmentation de l'évocation d'un travail non soutenable. Donc on a vu le chiffre tout à l'heure. On nous parle de plus en plus, on évoque plus rapidement la solution de déplaquer, ce qui n'était pas du tout envisagé au départ et qui maintenant est de plus en plus envisagé, surtout chez les jeunes médecins, avec des demandes de projets de reconversion. Et notamment, on a pu faire le lien avec un travail qui est mené par la commission du Conseil national de l'ordre des médecins qui ont fait appel à des organismes qui font des bilans de compétences. Et du coup, on peut réorienter le médecin pour éventuellement faire des bilans de compétences. Chose qui ne se faisait pas du tout auparavant. Au niveau de l'urgence perçue, je parlais tout à l'heure du coup qu'il y avait un repérage de fait par l'accueillant téléphonique. Donc, dans 13,5% des situations, il y a une urgence perçue, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui en pleure ou quelqu'un qui parle d'idées suicidaires, par exemple. Donc là, on est sur une urgence perçue. Sur les 3 spécialités des médecins les plus fréquentes au niveau des appels, donc ce sont les médecins généralistes pour 56%. Ensuite, on a médecine interne et SSR 8% et les psychiatres 6%. Un chiffre important aussi, c'est que chez les médecins généralistes, c'est 16,5% des situations qui sont avec une urgence perçue pour cette population-là, donc qui est un peu plus important. Et un autre chiffre, malheureusement, 2% font mention d'une tentative de suicide dans leurs antécédents personnels. Toujours pour continuer du coup sur cette thématique-là qui nous tient à cœur puisque c'est un petit peu l'origine aussi de la création de l'association. Au niveau du risque suicidaire, donc on a les accueillantes qui vont repérer le risque suicidaire et nos médecins effecteurs qui vont évaluer ce risque suicidaire en fonction du repérage qui a été fait par les accueillantes. Donc sur 30% d'évaluations réalisées après un repérage, on a 8% qui ont des idées suicidaires encore actives, avec ou sans projet. Donc, ce qui est un chiffre qui est à peu près stabilisé. L'année dernière, on était sur autour de 9%. Donc, on est sur une légère baisse. Mais ça reste quand même un élément important. On sait dans les chiffres, de toute façon, que les professionnels de santé, en général, sont plus à risque suicidaire que la population. Pour remettre un petit peu de positif dans tout ça, parce que c'était pas des chiffres très, très joyeux, l'association, elle a vocation à vraiment créer une dynamique pour favoriser l'entraide et le lien. C'était vraiment son objectif d'origine. Donc, on préconise de communiquer au maximum les ressources d'accompagnement des professionnels de santé, donc comme l'association MO, mais aussi toutes les autres ressources qui existent, comme SPS par exemple, des ressources nationales ou locales. L'objectif, c'est vraiment de multiplier les ressources qu'il peut y avoir sur un territoire pour que chaque professionnel trouve la ressource qui lui convienne. Pour certains, ça va être un numéro de téléphone, mais pour d'autres, ça va être un collègue qui vient lui parler lors d'un café et lui demander comment ça va. Le but, c'est d'avoir plusieurs possibilités pour saisir un petit peu ces perches-là au bon moment, ou du moins avant que la situation soit aggravée. Un autre élément qui est vraiment prôné par les membres de l'association, et notamment dans le DU, Soigner les soignants, c'est aller vers. Aller vers un collègue en difficulté, nouer du lien et être en capacité de passer le relais aussi, quand parfois on ne se sent pas de le faire, et ça peut arriver, passer le relais à d'autres ressources qui existent. Un élément important également qu'on peut rappeler et que j'ai pu faire aussi sur des temps de sensibilisation auprès de certaines CPTS, c'est de parler de santé mentale, parler des ressources qui existent, parler d'épuisement professionnel pour déstigmatiser, parce que ça reste encore des sujets encore un peu trop tabous, malheureusement. Et puis, se former. On est en lien, du coup, avec les formateurs prévention risque suicidaire, premier secours en santé mentale. Ce sont des formations où on est justement beaucoup dans l'aller vers. Et donc, c'est important de pouvoir les faire pour se sentir plus à l'aise aussi, être à l'écoute auprès d'un collègue ou d'un proche, ou bien même d'un patient. Des formations aussi ont été mises en place par l'association, pour l'instant plutôt à une échelle ordinale auprès des ordres pour créer des référents qui soient capables de repérer et aborder. Et puis enfin, favoriser toutes les actions d'entraide et la solidarité. Le but, c'est que l'association se positionne vraiment en tant que ressource et expert sur la thématique
pour lancer des dynamiques, mais c'est vraiment au sein de la CPTS qui aura aussi ses propres ressources et identifier des besoins bien spécifiques qui pourront émerger des actions qui correspondront aussi au territoire, donc que ce soit des cafés des soignants, des activités en dehors du professionnel, des groupes de parole par exemple. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le dispositif et notre retour d'expérience. Je vous remercie. Vous avez du coup à disposition le site internet de l'association si vous souhaitez en savoir un peu plus. Et puis mon contact, n'hésitez pas si vous avez besoin. Et puis vous tenez un stand également et on ouvrira les questions après la présentation de Catherine Cornibert. Donc conservez-les bien si vous avez des questions à poser à Daphné Blourdier sur l'association MO. Catherine Cornibert, avant de vous passer la parole, quand on a préparé cette journée, il y a une phrase qui m'a marqué. Vous avez dit « La situation est tellement grave que s'il n'y a pas de solution, il n'y a plus de santé en France ». Et on va comprendre pourquoi vous avez dit ça dans votre présentation. On en reparle après. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup David. Déjà bravo à Daphné pour sa présentation. Je pense qu'on peut l'applaudir. Effectivement, très fière d'être partenaire avec l'association MO. Je vais vous présenter maintenant l'association SPS dont je suis une des cofondatrices. Elle est née en 2015 suite à un rassemblement de groupes d'experts qui voulaient s'occuper de la santé des soignants parce qu'à l'époque c'était considéré comme quelque chose de honteux, tabou, qui pouvait abîmer l'image de la profession. Donc on a organisé, l'association est née comme ça, on a organisé un premier colloque à l'Académie nationale de médecine, réunissant un certain nombre de professionnels de santé qui avaient envie de s'occuper de la santé des soignants. Et ce colloque a commencé par un résultat d'enquête lancé en novembre 2015 qui montrait 4 chiffres. 50% des professionnels de la santé avaient été déjà confrontés à un burn-out. 50% ne savaient pas à qui s'adresser. 50% pensaient que leur souffrance psychologique pouvait impacter au point de mettre en danger la vie d'un patient. Et 80%, s'ils étaient malades, souhaitaient aller dans des unités dédiées pour être soignés et pas dans une structure à côté de chez eux. Donc c'est comme ça qu'est née l'association en 2015, avec ce colloque, avec ce résultat d'enquête qui a permis de commencer à communiquer, grâce aux médias, que je remercie, sur le fait qu'un soignant et un professionnel de santé, et j'étais vraiment très très loin de penser déjà l'état d'urgence qu'il y avait en 2015 et on était loin encore de la crise sanitaire. Alors quand on s'appelle soins aux professionnels de la santé, c'est pas de santé. De santé, c'est les structures effectivement de soignants ordinaux qu'on connaît bien et paramédicaux. Mais de la santé, c'est au sens large du terme et la meilleure définition, c'est tout professionnel qui est en contact avec un patient pour améliorer sa qualité de vie. Donc derrière, c'est vous tous déjà dans la salle, même si vous n'êtes pas tous soignants, vous rentrez dans notre définition de professionnel de la santé qui en fait correspond à 4 500 000 personnes en France. Donc évidemment, il y a tous les soignants, les paramédicaux, mais aussi tous les administratifs, les personnes dans le médico-social et toutes les autres professions, y compris les psychologues qui ne sont pas considérés comme des professionnels de santé en France, alors qu'ils nous appellent évidemment beaucoup. Mais j'irais même jusqu'aux vétérinaires. Les vétérinaires ne sont pas considérés comme étant des professionnels de santé en France et pourtant ça a été les premiers à nous solliciter. Pourquoi ? Parce que c'est le plus gros taux de suicide en France, entre 2 à 4 fois le taux de suicide par rapport à la population générale. Donc voilà un petit peu déjà comment on peut s'occuper de la santé des soignants et des professionnels de santé si on ne sait pas déjà qui sont-ils. Et nous, on n'a pas fait la segmentation en s'occupant que des soignants ordinaux ou des autres professionnels, mais on prend tout le monde. Tout le monde peut nous appeler, y compris même, on accueille même des personnes grand public parce qu'ils ne trouvent personne pour les accompagner à 4 heures du matin avec 100% de décroché. Donc on a aussi quelques personnes du grand public qui sont reçues sur notre plateforme pour des raisons d'intérêt général, puisqu'on a été reconnu d'intérêt général fin 2019. Et aussi, depuis 2020, on accueille tous les étudiants
au niveau des services de l'association. Donc professionnels de la santé et des étudiants, voilà, sont dans notre association. Alors maintenant, David, tu me disais, en quel état de santé sont-ils? Ces chiffres sont tellement dramatiques, tellement alertants, qu'on évite de quand même trop communiquer dessus, parce qu'effectivement, ça serait alerter la population générale. Quelques chiffres qui émanent du rapport ministériel sur la santé des soignants, qui a été proposé en octobre 2023 à Agnès Firmin-Lebaudot. Pour l'instant, ça reste en état de rapport. Il n'y a toujours pas de feuille de route, hein, avec les conséquences que ça peut engendrer derrière. Pas de feuille de route, pas de budget. Heureusement, Agoralib, et je le salue, toutes les actions, est là aussi pour s'occuper de la santé des soignants, et quelques autres initiatives en France sont aussi très actives pour proposer ce sujet. Puis aussi, on est quelques associations à s'en occuper. Donc quelques chiffres sur, évidemment, le nombre d'heures de travail chez les libéraux, qui est beaucoup plus que le temps moyen qu'on peut trouver dans la population générale. Retenez, alors il y a plein d'autres chiffres, mais retenez 2 qui sont dans le cadre, 2 tiers des soignants, alors quand là, pour le coup, dans soignants, mais médecins et infirmiers, ont eu un ou plusieurs épuisements professionnels. Je vous ai dit tout à l'heure en introduction, c'était autour de 50%. Ben là, 2023, on est plutôt sur 2 tiers. Donc ce qui est important, c'est aussi de retenir ces tendances. Et là, c'est vraiment un chiffre très alertant. 20% se jugent en mauvais état de santé, voire très mauvais état de santé. C'est un chiffre qu'on peut mettre en parallèle avec certains taux d'absentéisme, notamment dans des structures de santé. Et l'ARS Île-de-France me disait il n'y a pas longtemps que dans certains établissements, il y avait jusqu'à 25% de taux d'absentéisme. Donc c'est vrai que c'est inquiétant. Je vais parler un peu du sommeil et de la fatigue. Vous voyez les chiffres. Du stress et de l'hygiène de vie, avec le stress important, mais aussi sur tous les facteurs fondamentaux de la santé, qui sont le bien manger, bien bouger, bien dormir. Déjà, nous, en 2019, on avait fait une enquête qui montrait que tous ces critères étaient dégradés. Voilà, c'est aussi effectivement important au-delà du stress. Et puis, on parle de troubles musculo-squelettiques, mais juste les douleurs chroniques qui concernent un quart des professionnels de santé avec des douleurs chroniques régulières. Donc, toutes les enquêtes ont cette même tendance. Il y a une enquête même au niveau des hospitaliers faite en septembre 2024 par Odoxa. C'est exactement la même chose. Et puis j'ai envie de dire même, on a fait une enquête avec Réussite ton IFSI sur les conditions de formation des étudiants infirmiers. C'est important d'en parler. On parle d'attractivité des métiers du soin. Comment on peut attirer encore des personnes et des étudiants, notamment là, en tout cas infirmiers, avec 27% d'idées suicidaires. C'est un chiffre qui a pris 20 points en 20 ans, avec 77% d'envie d'abandon. Il se trouve que quand même 15% ont vraiment abandonné avant les 3 ans, avec 50% de non-activité physique, avec les 2 tiers d'agressivité verbale, physique, psychique ou sexuelle. Donc ces chiffres-là me font froid dans le dos, parce qu'on se dit, oui, on s'occupe des professions de santé, mais il faut aussi s'occuper des étudiants qui sont nos soignants de demain. Donc, voilà, une fois que j'ai brossé ça, on en parlera cet après-midi. Donc, un bref rappel, qu'est-ce que font nos institutions? Il y a quand même une vraie prise de conscience au niveau du ministère, qui est un peu en stand-by, mais il y a eu un rapport avec un certain nombre de recommandations, plus orientées effectivement autour des hospitaliers que des libéraux, néanmoins sur... il faut en parler partout, à tout moment, à tout niveau, et auprès de tous les professionnels de la santé, de formation, d'architecture financière. Un soignant qui n'est pas au travail, ça coûte excessivement cher. On en parle peu de l'activité économique. Il vaut mieux un patient absent qu'un patient qui vient travailler et qui n'est pas du tout en forme. Donc il y a des critères économiques sur lesquels on est en train de se pencher qui sont excessivement importants. Un suicide en France, personne ne l'a évalué, mais il y a quelques sources qui montrent que c'est en coût direct, c'est plus de 550 000 euros. Donc vous voyez que tout ça, ça a des impacts aussi dans ce cadre-là. Donc le rapport donne un certain nombre de recommandations qui existent, qui ont le mérite d'exister dans ce cadre-là. CPTS, je vous apprends rien, c'est dans la mission 6, même si elle reste optionnelle. Accompagnement des professionnels de la santé sur un territoire. La santé des soignants rentre dans cette mission 6. Donc on sera très heureux, avec d'autres associations, de vous accompagner sur cette mission 6. Et puis je finirai aussi par la certification des professionnels de santé, qui est en cours de rédaction d'ailleurs par l'IGAS, qui vient de mettre, en tout cas de remettre son rapport à la DGOS.
sur 4 blocs. Compétences pratiques, bon ça c'est des blocs qui sont plutôt classiques. Ce qui est un peu moins classique, c'est sur le bloc social et relationnel. Et ce qui est nouveau, sur lequel nous on a quand même beaucoup insisté, c'est la bonne santé. Prouver qu'un professionnel de santé est en bonne santé. Quand vous prenez l'avion, vous n'imaginez pas qu'un pilote de ligne n'a pas fait sa visite médicale ou n'a pas été vu sur son audition, enfin sur sa vue ou même entendu sur son audition. Ben, un soignant, c'est pas le cas en France. Les médecins sont peu à avoir déclaré un médecin traitant. Et puis surtout, il n'y a aucune obligation pour prouver qu'on est en bonne santé. Donc là, il y a toute une réflexion en ce moment en cours sur ce sujet, qui va être d'ailleurs contrôlé pour les structures ordinales par les ordres et pour les structures autres qu'ordinales, normalement par la Haute Autorité de Santé. Ça ne sera pas peut-être, ça va être obligatoire. Donc voilà, quand je disais une prise de conscience institutionnelle, il y a quand même effectivement des acteurs aussi dont vous faites partie qui ont envie de s'occuper la santé des professionnels de la santé, la santé des soignants, parce que s'ils ne sont pas là, qui s'occupera de nous demain? Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'association? Qu'est-ce qu'on a fait depuis 10 ans? Je peux vous dire que ça a été un combat, et ça l'est toujours, pour essayer, non pas juste d'en parler, mais d'agir, et d'agir concrètement auprès de tous les professionnels de la santé sur 2 grandes missions, l'accompagnement et la prévention. Donc, c'est des actions hyper concrètes. La première, c'est tout un dispositif d'accompagnement psychologique qui va de l'écoute jusqu'à l'hospitalisation d'urgence. Quand je dis écoute, c'est 120 psychologues qui écoutent de façon gratuite, anonyme, confidentielle, avec 100% de décrochés, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, soit par un numéro vert, soit par une application que je vous encourage à télécharger tous, qui est téléchargeable sur votre smartphone, qui s'appelle ASSO-SPS, sur lequel vous pouvez choisir votre psychologue. Ce sont tous des psychologues qui sont à l'écoute. Pourquoi? Parce qu'on avait fait une enquête en 2016 qui montrait qu'en fait que les soignants voulaient être écoutés par des psychologues parce qu'ils ne se considéraient pas comme malades, mais ils voulaient être juste entendus, comme ils disent, pour passer un cap. Donc ce sont tous des psychologues qui ont une double formation en psychopathologie du travail, qui sont formés au post-traumatique et à la prévention du suicide, et qui réorientent derrière vers un réseau national du risque psychosocial. Les appels sont gradés de 0 à 5. 0, c'est un simple appel administratif pour vérifier que le numéro, même à 4 heures du matin, il marche bien et qu'il y a 100% de décrochés. D'ailleurs, c'est un gros avantage pour les dom-tom, dans lequel on a fait aussi la crise sanitaire chez eux. Voire un appel de grade 5 où on déclenche immédiatement les urgences. 50 appels d'urgence immédiate depuis mars 2020, où la personne qui nous appelait était en idée suicidaire imminente. On a 35 000 appels depuis 9 ans. On a entre 15 et 20 appels par jour. Et pour donner quelques chiffres, et sans trop vous abreuver de chiffres, mais on a le plus bel observatoire de la santé des soignants en France, avec 7 000 appels par an. On a à peu près 70% de femmes. C'est 30 minutes l'appel en moyenne. C'est à peu près 30% d'étudiants maintenant et 70% de professionnels de santé. Parmi les professionnels de santé, on a 45% de libéraux et le reste plutôt en salariés. On a des personnes aussi qui sont mixtes. Et on a 3 professions parmi les professionnels de santé qui sont les plus représentées. Ce sont les infirmières. Ensuite, nous avons les aides-soignantes. Ensuite, nous avons les médecins qui représentent à peu près 10% de nos appels. Et ensuite, on a les cadres de santé. Et après, on a toutes les autres professions qui sont représentées, y compris les aides à domicile, y compris les secrétaires médicales qui se font harceler au téléphone, y compris les coordinatrices de CPTS. Oui, on a aussi des appels de coordinatrices de CPTS et on a aussi pas mal d'appels de psychologues qui vont pas toujours bien. Donc voilà, c'est destiné à passer un cap et à être orienté vers un réseau national du risque psychosocial, voire même être réorienté vers des hospitalisations d'urgence qu'on a répertoriées partout en France. Vous voyez, il y en a une douzaine. Ce sont des cliniques en général et qui sont, vous avez retenu dans mon chiffre de départ, les soignants souhaitent être
hospitalisés, non pas à côté de chez eux, mais dans des structures. Pour des raisons de confidentialité, on a repéré 12 unités avec des professionnels qui sont formés à accompagner d'autres professionnels de santé. Et il y a même une structure en Bourgogne-Franche-Comté qui accueille que des professionnels de santé. Donc voilà un petit peu tout ce dispositif d'accompagnement psychologique qui est assez unique en France. Et on travaille avec toutes les autres associations, effectivement, dans ce cadre-là, qui accompagnent tous les professionnels de santé et qui peuvent évidemment les hospitaliser si besoin. Et on a nous-mêmes dans l'association 4 personnes qui assurent des semi-urgences qui permettent de désanonymiser l'appel et les rappeler pour en fait désamorcer des crises suicidaires. Alors en Nouvelle-Aquitaine, j'ai regardé les chiffres, on est en train de les analyser. C'est 700 appels par an. Je suis au regret de dire qu'ils ont diminué par rapport, alors c'est aussi un avantage, mais en fait par rapport à l'année dernière. Je suis très contente d'être là parce que c'est une des seules régions où on n'est pas accompagné financièrement, notamment par l'ARS. Voilà, c'est juste parce que je pense que pour l'instant on ne peut pas être sur tous les fronts et sur toutes les régions et que je pense que ça sera bientôt effectif, mais on peut aussi travailler avec les CPTS et ces 700 appels, c'est 2 appels par jour, c'est 2 appels de médecins par semaine. Et c'est aussi, on a classé, nous, les motifs des appels, et notamment en Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, selon la grille ANACT, et c'est multifactoriel. Et on a un compte-rendu des psychologues après chaque appel. Et je peux vous dire déjà qu'il y a à peu près la moitié des appels qui sont dus, effectivement, à des conditions de vie et qualité de travail. Mais l'autre moitié est due à des conditions personnelles sur le manque de sommeil, manque d'activité physique, alimentation désordonnée, gestion du stress, divorce, grand déplacement. Donc ça, pour la première fois, on a cette équivalence. On parle beaucoup de QVCT, mais les motifs personnels pour nous sont également très importants dans les motifs des appels. Et puis quelque chose dont on ne parle pas assez, dont on a fait notre 10e colloque cette année, c'est sur l'environnement. L'environnement, c'est l'enjeu de la santé, des professionnels de la santé de demain. C'est peu dit. Alors quand je dis environnement, c'est exposition, c'est évidemment réchauffement climatique, inondation, environnement social. C'est ça l'environnement en fait. Donc on en parle peu, on parle de santé physique, psychique et sociale, mais je rajouterai un 4e axe qui est la santé environnementale, qui est extrêmement important. Et quand on parle de guerre, de politique, de pénurie d'essence, les soignants ne se ressourcent plus. Et ça fait partie de nos signaux faibles. On a été les premiers à parler en 2018 de l'attractivité des métiers du soin, puisqu'on a les motifs des appels et de perte de sens. Mais là, je peux vous dire qu'on peut parler maintenant d'environnement qui a un impact très fort sur la santé des professionnels de santé. Donc voilà pour cette première partie. Pour ne pas en arriver là, nous, notre axe prioritaire chez SPS, c'est la prévention. Donc on a décliné beaucoup d'actions, de sensibilisation, de formation et de ressources, où vous pourrez bien sûr découvrir sur notre stand tout à l'heure, mais quand même quelques actions très concrètes, très pragmatiques. Depuis 2019, en région Île-de-France et maintenant dans toutes les régions, on a développé des journées d'ateliers dynamiques et d'échanges en santé. On a fait une 40aine de journées maintenant. On en a fait une encore avant-hier en visioconférence soutenue par l'ARS Grand Est pour ressourcer les professionnels de santé autour de 4 grandes thématiques. La gestion du stress et des émotions, tout ce qui est management et communication, mode de vie, alimentation et prévoyance et droits. Et sur les sujets notamment de management, je salue parce qu'il est pile en face de moi, Philippe Colomba. On travaille également avec l'association Acavi qui fait un formidable travail. Il vous en parlera tout à l'heure sur le management participatif qui est obligatoire dans les structures de santé. Donc c'est très important aussi qu'on sensibilise sous forme d'ateliers les soignants au management. Tout ce qui est mode de vie, alimentation, c'est bien manger, bien bouger, bien dormir. On a une 50aine d'ateliers que l'on décline tous les mardis et jeudis de 19h à 20h. On a formé depuis 3 ans 7000 professionnels de la santé et je vous encourage à venir gratuitement essayer les journées, les IJAD, sont nos ateliers qui sont dispensés par des experts tous les mardis et jeudis 19h à 20h en Zoom et qui sont évalués 100% toute satisfaction et on en fait 80 par an. Donc
Si on veut aller un peu plus loin, et c'est aujourd'hui voilà, qu'on en a une, on fait tous les mois des formations sur les risques psychosociaux, formation Calliope. Aujourd'hui, on en fait une sur la violence en milieu de soins qui est dispensée par Pierre-Louis Druet en visioconférence. Le mois dernier, c'était sur le post-traumatique. Avant, c'était sur la prévention du suicide. On a eu sur l'opérage et prise en charge des professionnels de la santé, etc., etc. On en fait une par mois pour former aussi nos professionnels de la santé sur la plateforme, nos psychologues, et sur le réseau national du risque psychosocial. Pas mal de gestion de crise. Tous les jours, je suis confrontée à des appels pour accompagner les personnes qui ont découvert un corps, un suicide dans leur structure de santé, puisqu'on avait fait une campagne de prévention qui montrait que 3 professionnels de la santé se suicident tous les 2 jours. 3 professionnels de la santé se suicident tous les 2 jours, avec un prix d'ailleurs qui a valu le prix Or au Festival de la communication santé. Donc derrière tout ça, on a un accompagnement et on fait des groupes de parole tous les mois, et plus si besoin, spécifiquement auprès des structures de santé s'il y a besoin. On a également des fiches pratiques téléchargeables en partie sur notre site internet autour des thématiques que je vous ai citées. Et on fait des autotests en partenariat avec le Collège français des anesthésistes réanimateurs, parce qu'un soignant, il ne va pas effectivement forcément chez son médecin, et ça permet de l'évaluer. Donc vous voyez, pour finir, en tout cas, l'association SPS, c'est un dispositif psychologique d'accompagnement, aussi d'accompagnement d'urgence. C'est des actions de prévention avec nos ateliers, nos formations, nos ressources multiples. Mais c'est aussi la première maison des soignants en France, à Paris. Je lance un petit appel. Pourquoi pas faire une maison des soignants en Nouvelle-Aquitaine, qui serait structurée par Agoralib. Voilà, c'est tout à fait possible. J'étais hier avec la ville de Vichy qui veut lancer, d'ailleurs qui est bien avancée puisqu'elle fait l'inauguration dimanche sur les bazars de la santé à Vichy. Donc pourquoi pas faire une structure qui pourrait accueillir des soignants et des professionnels de santé. Ça existe à Paris avec un lieu de soins, de formation et de ressources. On fait un colloque national tous les ans qui est institutionnel, qui sert à mobiliser les institutionnels et à déclencher des actions au niveau institutionnel. On a un vrai lobbying au niveau de ces colloques nationaux. On a 60 délégués régionaux et ambassadeurs sur le territoire qui font la promotion de l'association et qui créent des événements sur les territoires. Hier soir, j'étais à Rouen, au CHU de Rouen, avec des hospitaliers, des libéraux, des associations, des étudiants, pour créer une vraie dynamique d'amélioration de la santé des soignants sur un territoire. Donc aujourd'hui, vous voyez que je suis avec vous. La semaine dernière, j'étais à Beauvais. Donc on a une vraie intention de créer des événements. On fait beaucoup d'enquêtes. On vient de finir une enquête, effectivement, avec Réussite ton UCI, les conditions de formation des étudiants infirmiers. On en lance prochainement une avec Doctolib sur les conditions de formation des médecins généralistes, qui va arriver prochainement. Un maillage territorial assez fort, alors territorial au niveau de nos délégués, mais au niveau de toutes les autres associations. J'ai parlé d'Acavi avec Philippe, avec Daphné et Mo, mais aussi on est avec Guéry Grand-Mère, on est avec Meded, on est avec avec Second Souffle au niveau de Rhin. On essaie de se coordonner parce que tout seul on n'est rien, on n'arrive pas déjà. Il y a toujours beaucoup de souffrance. Je pense qu'on est là aussi pour se coordonner. Et hier soir j'étais avec le collègue de Daphné, avec Mo aussi au niveau du CHU de Rouen. Des récompenses, on n'en cherche pas, on en a par rapport aux actions, au dynamisme, à l'hyperactivité de l'association sur nos actions de communication. On a 3 sites internet que je vous encourage à aller voir. C'est asso-sps.fr qui est réactualisé tous les jours sur nos actions. On a la Maison des soignants à Paris et on a Soins aux étudiants qui est un site et qui est également sur Instagram pour communiquer sur toutes les actions de l'association. Donc voilà, pour finir, comment on peut travailler avec vous? Comment on peut travailler avec les CPTS? En étant partenaire, symbolique. Passer sur notre centre, je vous dirais, c'est vraiment symbolique. Mais pourquoi? Parce qu'en plus de tout ce que je vous ai raconté, vous pourriez avoir accès à un espace partenaire avec un code d'accès que vous pourriez dédier à tous les professionnels de la santé sur le territoire, avec les replays de tous nos ateliers, toutes les fiches pédagogiques complémentaires, des sessions de e-learning, une application qui vive gratuite qui permet d'enregistrer les agressions verbales détruites automatiquement si vous n'avez pas porté plainte le soir même au commissariat, des partenariats avec des organismes de formation,
et puis des consultations au niveau comptabilité et fiscalité, notamment pour les libéraux. Voilà, c'est tout ça. On a des partenariats avec des maisons sport santé aussi pour mesurer son âge physiologique et pour avoir un vrai objectif d'amélioration de la santé des soignants. Et puis, ce qui est très important, quand vous êtes partenaire avec nous, vous n'êtes plus jamais seul. Vous nous appelez. S'il y a le moindre souci, on est là, à toute heure du jour et de la nuit, pour accompagner les professionnels de santé qui ne sont pas bien, au-delà de notre plateforme, mais aussi avec une structure à votre disposition, même déclenchement de psychologues sur le territoire pour aller vous voir, pour que vous soyez très accompagnés. Donc voilà, c'est tout ça aussi l'association. Pour valoriser nos partenaires, on a à peu près 450 adhérents physiques. Vous pouvez adhérer physiquement à l'association entre 10 et 70 €. Mais on a des partenaires moraux qui vont du plus petit, j'ai envie de dire la maison de santé, à la CNAM, à l'ARS Grand Est, qui sont nos gros partenaires pour financer un appel sur la plateforme. C'est 130 €, hein, ça coûte à l'association quand vous avez 7000 appels par an. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a toute une dynamique. Il y a aussi on offre les consultations auprès des psychologues sur le territoire. Donc il y a toute une dynamique pour enfin s'occuper de la santé des soignants et des professionnels de la santé, avec un vrai combat derrière. Donc là, vous avez l'espace partenaire. Tout ce qui est donné à l'association est réinvesti, puisqu'on est loi 1900 à but non lucratif, reconnu d'intérêt général, dans les grandes actions que je viens de vous proposer, mais aussi dans nos colloques, dans nos actions, auprès de nos bénévoles, hein, pour les aider aussi à se déplacer, pour les rembourser de leurs déplacements, pour la création de la maison des soignants, qui est citée dans le rapport ministériel comme étant une bonne action. Donc voilà, c'est tout ça, l'association SPS. Si vous êtes intéressé pour venir nous rejoindre, on vous accueille avec grand plaisir. On va déjà vous accueillir avec Antoine, qui est avec moi aujourd'hui sur le stand, quand vous le souhaitez. Et puis on est à votre disposition pour vous écouter et aussi pour présenter à d'autres professionnels de santé l'association. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Catherine Cornibert. Effectivement, les deux associations sont présentes sur les stands que vous avez dans le hall, alors à côté du hall d'entrée. Peut-être il y a des réactions dans le public, une question là-bas. Je vous apporte le micro. En attendant, peut-être qu'on peut faire un tour sur la planche qui a été proposée, qui a été... Merci. Qui a été réalisée pendant cette intervention par Christelle, qui a essayé de résumer. Christelle, vous n'avez pas de micro, je crois. Je vais juste vous passer un micro pour nous expliquer très rapidement, commenter peut-être cette planche. Oui, très rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de chiffres, beaucoup de métaphores et des mots-clés. C'est ce que j'essaie de capter au travers de cette planche. Il y a du rouge qui fait penser à l'urgence. C'est plutôt du rose. Je crois que j'ai repris la charte graphique des deux associations, mais à l'écran, on voit, il y a une petite modification. Donc, on est effectivement sur du rose à droite, sur l'association MO et sur l'association SPS, qui est sur un autre rose plus soutenu. Et le vert qui montre quand même qu'il y a des pistes, qui fait penser à de l'optimisme. Il y a des pistes, effectivement, qui ont été évoquées. Je vous laisse la parole, madame. Oui, bonjour. Christine Salver-Grisé, je suis pharmacienne et présidente de la CPTS Nice Sud. Je trouve très intéressant cet exposé. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue quand j'étais présidente du syndicat de Charente-Maritime des pharmaciens. Donc c'est une pharmacienne qui a fait une tentative de suicide et qui a été hospitalisée. Vous savez combien de temps elle a été hospitalisée ? 1 semaine. Bon, il faut savoir que les pharmaciens, on a des gros emprunts. Hein. Voilà. Donc elle est retournée au boulot avec son gros emprunt. La pression de la banque, bien sûr pas guérie, on ne sait pas pourquoi, hein, elle a vu la tentative de suicide. Donc cette dame a eu la mauvaise idée de se mettre à truander la caisse. C'est-à-dire, je facture des boîtes que je ne délivre pas. Elle a été dénoncée par son confrère. Au bout de 3 ans, bien sûr, la caisse l'a chopée, normal. Donc indu, etc. Donc commission des pénalités, dont je faisais partie. Je dois dire, ça ne me fait pas très plaisir, ce genre de truc. Et donc le président donc elle était condamnée, interdiction d'exercice. Vu son âge, elle n'allait plus jamais exercer. Vu les dettes, vu tout ce qu'elle avait remboursé, elle n'était plus dangereuse pour la société, clairement. En revanche, le directeur de la caisse, pour faire un exemple, a demandé de la prison ferme. Je trouvais ça scandaleux. Ça n'a pas fait bouger. Moi, j'ai récriminé auprès de l'ordre. Tout le monde a trouvé ça normal parce que c'est une saleté. Elle a truandé 300 000 € à la caisse.
Et il faut quand même savoir que des suicides de pharmaciens trop endettés ou en prison pour détournement, ils ne sont pas rares, il y en a. Je ne sais pas si cette dame s'est vraiment suicidée après. Donc moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a un problème de prise en charge de nos arrêts maladie, nous libéraux, puisque on ne peut pas s'arrêter. Hein. Et bon, c'est clair que quand on arrive au suicide, on ne va pas guérir en une semaine. Les salariés, ils s'arrêtent 1 an, voire 2 ans. Nous, on ne peut pas, avec les emprunts qu'on a. Donc, je pense qu'il y a des questions aussi à se poser sur le système de prise en charge de la santé des libéraux. Après, c'est sûr qu'il faut essayer d'intervenir avant. Voilà. Et de cette pression, peut-être au sein, effectivement, vous travaillez avec les ordres. Je ne sais pas si vous travaillez également avec les syndicats, parce que là, c'est aussi une question d'ordre économique, avec ces emprunts pour les professionnels de santé qui créent cette pression supplémentaire, soit trop de travail, soit aussi ces emprunts qui créent cette pression. C'est un témoignage qui est bouleversant, qui, nous, à l'association, effectivement, ne m'étonne pas, ça ne me ravit pas. Quand je vous dis qu'on est en combat, c'est vraiment ça, c'est des situations qui peuvent être financières effectivement pour les pharmaciens, ça peut être des situations d'enfants malades, ça peut être voilà, donc c'est extrêmement compliqué pour ne pas en arriver là. Donc on peut nous avoir recours et réorienter, même si c'est pas notre mission, vers un cabinet d'avocats, mais c'est extrêmement compliqué. Hein. On n'a pas la solution. Encore une fois, que ce soit MO, SPS ou d'autres associations, on n'a pas de baguette magique. Il faudrait agir aussi sur la cause. Nous, c'est pas trop notre mission, mais si on n'est pas là, voilà, si personne ne fait rien, on a déjà notre petite pierre pour essayer quand même de s'occuper de ceux qui vont pas bien, puis d'agir en prévention. Et je peux vous dire quand même qu'on a bougé les lignes, parce que quand on est arrivé au niveau de l'association en 2015, il y avait des plateformes qui étaient payantes. Les personnes rappelaient au bout d'un mois. Et nous, ce qu'on a voulu, en tout cas au niveau de SPS, on a 15% d'idées suicidaires, hein, des appels qui nous, c'est d'avoir les 100% de décrochés par des psychologues qui sont formés à ça. Et ça, pour nous, c'est très important. Pendant la crise sanitaire, on est passé de 3 appels par jour à plus de 200 appels par jour. Et les appels qui arrivent, c'est vrai qu'il ne faut pas les rater, parce qu'on ne sait jamais si la personne n'est pas au bord du balcon. Donc merci en tout cas pour ce témoignage qui est très concret et qui montre que la souffrance, elle est partout, et que de ce fait, il faut agir partout et essayer de repérer votre voisin, votre collègue, pour oser appeler, oser demander de l'aide avant que ça soit trop tard. Moi, je vais vous raconter, en attendant la prochaine question, une anecdote qui est aussi importante, qui m'a marquée, une qui va être un anesthésiste réanimateur. J'étais le soir d'un colloque, après une animation de 40 intervenants, pour une fois devant ma télévision, en train de dormir, j'ai eu un appel. Normalement, j'ai pas tous les appels, sauf quand ils sont un peu urgents et que certaines personnes ont capté mon numéro, comme ici. Et c'est un anesthésiste réanimateur qui m'a dit, ses premiers mots, c'est « Madame, je suis au bout du rouleau. Mais j'ai pas le choix, il faut que je retourne travailler, parce que dans une demi-heure, il n'y a personne au bloc. » Et il était... effectivement très drogué, était shooté, donc on l'a hospitalisé le lendemain matin. Donc vous voyez, j'aurais pas aimé être patient de cette personne le soir même, mais il faut savoir qu'avec les chiffres que je vous ai mentionnés, voilà, c'est médecin, docteur, comment allez-vous? Et une fois sur deux, il va pas si bien que ça. Donc c'est aussi prendre conscience aussi que c'est important. Et puis l'autre anecdote que je voulais vous dire, qui s'est pas mal terminée, c'est je reçois sur mon mail un papa qui me dit merci, un grand merci à l'association. Ma fille est sortie du coma, elle a 19 ans, et vous l'avez hospitalisée d'urgence il y a 3 semaines. Donc ça, c'est des belles victoires aussi, et j'étais avec l'association MO qui dit, même si nous, au niveau association, on sauve une vie, déjà ce combat, c'est un vrai combat sur lequel on s'engage au niveau des associations, et heureusement qu'elles existent, parce que vous avez vu qu'au niveau institutionnel, c'est quand même très compliqué. Donc je salue, et c'est pour ça qu'on a vraiment à cœur de coordonner, de se coordonner aussi sur le territoire, et de pouvoir vous aider pour ne pas en arriver là, pour éviter le témoignage de madame et d'autres que vous avez tous en tête. Hein. On connaît tous au moins 1 ou 2 personnes qui sont suicidées autour de son entourage. Ça reste un sujet très tabou en France. L'enquête, nous, qu'on en avait fait, il ne fallait pas en parler. On a osé faire un film. Ça n'a pas fait très plaisir à certains, mais ça a quand même déclenché, je pense, une prise de conscience institutionnelle sur lequel actuellement, c'est compliqué pour l'instant d'agir, et surtout dégager des fonds pour s'occuper de la santé des soignants.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ensuite, on passera à la deuxième partie de cette matinée. Oui, il y a une question ici, on va vous passer le micro. En attendant, peut-être on peut déjà expliquer comment ça va fonctionner juste après le WooClap, Thibaut? Oui, donc Madame Cornibert vous a incité tout à l'heure à sortir vos téléphones pour télécharger une application. Nous, on va vous inciter à sortir votre téléphone pour scanner un QR code, pour avoir un petit peu l'avis de la salle et finalement que ça soit un petit peu plus interactif. Donc je vous invite à prendre votre téléphone. Vous scannez et il y a une question qui va apparaître après, on peut faire ça en 2 temps. On fait passer la question de monsieur. On va laisser un peu le temps aux gens de scanner, mais dès que vous êtes sur le lien, hop, vous avez une question qui va apparaître. Pensez-vous que la santé des soignants au travail est un sujet auquel les CPTS peuvent apporter une réponse, voire des améliorations? Je précise pour les gens qui sont en visioconférence qu'ils peuvent aussi répondre à ce sondage. Je vous remets le QR code. Voilà, pour laisser un petit peu le temps de répondre. Il y aura quelques questions comme ça tout au fil de la journée qu'on vous posera. Donc ne fermez pas la page Internet que vous avez ouverte, comme ça vous gagnerez du temps. Monsieur, on vous écoute. Oui, merci. Je suis Daniel Buchon, président de la CPTS Haute-Corrèze-Ventadour. D'abord, je voulais remercier les 2 intervenantes qui ont fait une présentation très, très intéressante, et même si elle est un peu déprimante par rapport à des chiffres qui sont assez inquiétants. Je voulais faire une remarque et poser une question. Première remarque, c'est que vous avez parlé effectivement du problème des professionnels de la santé, et je suis extrêmement favorable à cette formulation, parce qu'on s'aperçoit, et vous l'avez montré dans votre présentation, que tous les professionnels qui sont dans l'offre de soins, en fait, ont le même type de problème, de situation. Et donc je pense que même si les libéraux peuvent avoir un certain nombre de spécificités, les situations de burn-out sont valables à peu près pour tout le monde. Ça, c'était la première remarque. Et ma question, c'était de savoir quels étaient les modes de financement de vos associations. Vous l'avez un peu évoqué pour SPS, mais pas du tout pour Meaux, et j'aurais aimé savoir si il y avait un modèle économique viable. Merci. Alors pour l'association Meaux, j'avais remis du coup les logos, mais on est soutenu financièrement par l'Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie, puisque l'association a été créée historiquement en Occitanie. Donc ces 2 éléments-là, et également le Conseil national de l'ordre des médecins, puisqu'au départ, on s'est structuré vraiment un médecin pour un autre médecin. Donc on a travaillé aussi avec le Conseil de l'ordre sur ces questions-là, donc c'est des financements publics. Et puis après, des conventionnements avec d'autres ordres ou des URPS qui souhaitent se lancer aussi dans cette dynamique-là en fonction des régions. Et puis, par des adhésions, comme toute association, on peut soutenir individuellement ou par le biais d'un organisme directement les activités de l'association. Et en termes de viabilité, est-ce qu'il y a besoin de plus de fonds aujourd'hui qu'il y avait besoin toujours plus? Oui, est-ce que les ordres en ont conscience? Est-ce qu'il y a d'autres financeurs? Il faut toujours prouver que oui, il y a encore des besoins, montrer les chiffres là que je vous montre aujourd'hui, ils sont présentés cette semaine au Conseil national de l'ordre des médecins notamment, pour montrer que oui, il y a encore des besoins, et encore et toujours plus. On n'a jamais cessé d'augmenter en fait le nombre d'accompagnements, hein. Donc oui, les besoins sont toujours là, et c'est important que notamment les conseils de l'ordre l'entendent. Moi, je rajouterais que c'est mon travail au quotidien. Je vous ai dit tout à l'heure, 7000 appels, 130 € l'appel, rien que sur la plateforme. Vous imaginez derrière tout ce qu'on met en place, les formations, les ateliers. Je gère plus de 80 intervenants, 120 psychologues sur la plateforme. Donc, même si j'ai une équipe, il faut des financements. C'est pour ça qu'on attend une feuille de route pour avoir des financements pérennes et pas tous les ans aller rechercher
et essayer de, voilà, entre guillemets, d'aller quêter sur la santé des soignants alors que c'est une priorité. Pour répondre à votre question, monsieur, on a été financé dès le départ par la Caisse nationale d'assurance maladie et notamment par Nicolas Revel qui nous a aidé à structurer en fait le cahier des charges de la plateforme pour être telle qu'elle est actuellement. Ensuite, on est financé par 10 ARS. Par un peu la région Île-de-France, et puis après ce sont des financements par des fondations. On essaie de répondre à des appels à projets en fait pour offrir à tous les soignants cette partie. Et puisque vous êtes ici CPTS, nous on a un modèle actuellement peut-être qui va évoluer puisqu'on travaille en ce moment avec la Fédération nationale des CPTS, mais de 5 € par adhérent, ce qui est assez symbolique parce que quand vous êtes 200, c'est 1 000 € et vous avez non seulement accès à ce qui est gratuit, ça c'est normal, mais à une communication derrière et un échange, une présentation comme je viens de vous le faire, mais à toutes les formations Calliope, quand vous connaissez le coût d'une formation Calliope, les sessions de e-learning, tout ce qui est fiches repères, les replays. Donc quand je dis c'est symbolique, c'est parce qu'on est financé par les pouvoirs publics qu'on arrive à offrir ça. Je dis symbolique parce qu'il faut que ça passe dans un conseil d'administration. Le fait de coller un numéro vert pour dire qu'on a un numéro vert, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire une vraie politique avec les CPTS, des soirées qu'on organise pour dire on s'occupe de la santé des soignants, on a une action en prévention, on a des ateliers, on essaie de repérer son voisin, etc. C'est ça, en fait, moi, qui nous intéresse au niveau de l'association. Et c'est pour ça qu'on a créé cette participation un peu symbolique au niveau des CPTS. Et s'il y a un problème d'argent, on essaie de trouver aussi des solutions et de voir aussi que toutes nos actions peuvent être quand même accessibles. Voilà. Alors, on parlera cet après-midi des moyens qu'on peut mettre en place, des perspectives aussi d'actions qu'on peut mettre en place, et puis de ce financement, c'est rendre le financement plus pérenne pour les différentes actions, que ce soit pour les associations, mais là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pour les CPTS. Alors, pensez-vous que la CPTS des soignants, la santé des soignants au travail est un sujet auquel les CPTS peuvent apporter une réponse, voire des améliorations? C'est assez unanime, c'est oui, sans compter en plus les oui tout à fait, les oui c'est essentiel. Effectivement, c'est une réponse dont on se servira cet après-midi, justement, lors de la première table ronde. Je vous remercie beaucoup, Catherine Cornibert et Daphné Blourdier, qui restent à votre écoute toute la journée. Nous vous retrouvons cet après-midi pour les 2 tables rondes de cet après-midi. En attendant, j'appelle les différents représentants, porte-parole des CPTS qui vont témoigner maintenant sur leur initiative, sur leur expérimentation qu'elles ont menée. On peut les applaudir le temps qu'elles se mettent en place. Vous vous asseyez, je vous laisse vous asseoir ici, prendre la place de Catherine Cornibert et Daphné Blourdier. Juste, excuse-moi David de te couper, pendant que les intervenants s'installent, il y a une deuxième question Woodclub à laquelle vous pouvez répondre concernant les thématiques des conditions de travail des soignants. Est-elle un sujet travaillé au sein de vos CPTS? Voilà, pour amener un petit peu le débat. Donc, alors, toujours le même principe. Thibaut, toujours le même principe, c'est-à-dire avec l'application qu'on a ouverte. La thématique des conditions de travail des soignants est-elle un sujet travaillé au sein de vos CPTS? On en a 3 qui ont travaillé sur ce sujet et qui vont nous présenter. Et en fin de matinée, on aura une 4e CPTS, mais qui n'est pas de la région Nouvelle-Aquitaine. Mais c'est pour montrer que, effectivement, le sujet intéresse vraiment toutes les CPTS.